parle de nouvelles voix, nouvelles plumes. Ces trois auteurs font résonner dans le monde donc des nouvelles voix et elles sont singulières. Comment faire entendre sa voix dans un monde littéraire? Quels sont les regards que ces nouvelles plumes africaines portent justement dans toutes ces turpitudes qui agitent le continent africain? Comment se situent-ils par rapport à leurs aînés? Voilà, vous allez voir on n'est pas du côté de la différence ici. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les a invités. J'aimerais qu'on commence par entendre Ernice. Elle écrit un tout premier roman. Elle arrive ici au festival. Il y a évidemment des grands auteurs qui sont là, mais elle a sa personnalité, son idée, des choses à apporter de toute façon. Comment est-ce qu'elle entrevoit ça? C'est-à-dire qu'un jeune écrivain, c'est fragile, c'est compliqué parfois. Mais quand on arrive comme ça et qu'on voit ses aînés, hier, Samy Tchak a parlé du centre et de la périphérie en disant qu'il ne fallait pas toujours attendre un assentiment qui vient de l'Occident, etc. Toi, tu es camerounaise, tu habites et tu travailles à Douala. Donc, de ton point de vue à toi, que représente, j'allais dire, cet ailleurs, cet Occident, ou est-ce que tu t'es totalement affranchi de ça quand tu travailles, toi, depuis Douala? Je ne suis pas du tout affranchie de cet ailleurs, de cet Occident dont tu parles, parce que j'écris en français. J'écris dans une langue qui m'est totalement étrangère et j'ai fait mes études en français. Mais comment je me fais entendre dans ce monde, comment j'arrive à véhiculer mon message, je reste authentique. Je pense que mon histoire personnelle a été déterminante dans mon parcours qui commence. Parce que je le rappelle tout le temps, j'ai grandi, j'ai été élevée par mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma mère et mes 7 tantes. J'ai grandi dans un clan de femmes qui avaient leur façon d'être, leur façon de vivre et leur façon de nous éduquer, nous les enfants. Et c'est un environnement où la tradition était respectée, où il y avait des permis et des interdits. Bien sûr, il y a des choses que j'ai rejetées quand j'ai grandi. Il y a eu, je ne vais pas appeler ça développer, il y a eu des choses vraiment que j'ai rejetées, mais je n'oublie pas le chez moi, d'où je viens, cette terre qui m'a nourri, ce sang de mon arrière-grand-mère que j'ai tété. Oui, c'est ça. Ouais. C'est assez frappant et d'ailleurs je vous invite encore une fois à lire ce roman-là et vous allez mieux comprendre l'univers d'Ernice car elle y a mis beaucoup d'elle dans ce roman qui est absolument frappant. Annie Lulu, donc vous êtes roumaine, le Congo est congolaise par votre père mais vous ne connaissez pas le Congo aussi bien parce que vous avez grandi, vous avez vécu en Roumanie et après en France, où vous avez fait vos études, vous êtes installée. Justement, pour vous qui êtes à la fois donc, dans ce métissage, mais en Occident, et en même temps vous incarnez aussi, parce que moi j'ai entendu des Congolais me dire la fierté qu'ils avaient de vous savoir et de pouvoir porter ces récits-là d'une façon différente, de toute façon. Comment vous appréhendez cette question de centre et de périphérie quand on est jeune écrivaine comme vous êtes? C'est une question difficile parce que elle m'oblige comment dire, d'emblée à dire que ce ne sont pas des notions que je valorise. Même si, pour les avoir approchées durant mes études, pour avoir entendu et écouté aujourd'hui encore les réflexions qui se mènent autour de ces notions de centre et de périphérie et comment fait-on pour faire en sorte que le centre ne soit plus le centre et que les périphéries n'en soient plus non plus. Moi, je crois dans la singularité, dans l'hybridité. Et je ne pense pas que changer de centre ou changer de focalisation, ce soit véritablement l'enjeu. Parce qu'on est toujours, du coup, avec cette espèce de présupposé qu'il y aurait un regard extérieur qui viendrait valider qu'on est au centre de quelque chose. Et je n'ai pas envie de défendre ça dans mon travail, ni dans ma vie. Je crois dans la singularité, dans la perspective d'hybridation, dans les rencontres improbables,
celle de mon père et ma mère, par exemple, dans l'imprévisible, et je ne crois pas dans le métissage, par exemple, voilà, dans ces notions qui impliquent qu'on soit obligé de se situer dans des catégories socialement acceptées ou déterminées pour pouvoir penser notre être au monde et notre vision du monde. Je pense sincèrement que la question de se situer n'est pas au cœur de ce qui devrait nous animer, nous les écrivains. En fait, notre territoire, c'est la littérature, notre territoire, c'est l'imaginaire, et donc, par extension, les futurs possibles, tous les futurs possibles. Et c'est tellement limitant de penser à partir des perceptions dominantes du réel que non, je préfère justement fonctionner sans ces notions-là. Bah, c'est pour notre plus grand bonheur d'ailleurs. Et je vous avais prévenu, hein, après le débat entre voilà, les aînés, il a été question de ça, et je vous avais dit que je suis sûre que je le mettrais au débat là, avec les nouvelles plumes, les nouvelles voix, pour voir comment elle s'est située par rapport à cette question. Et c'est intéressant de voir justement, et heureusement, j'ai envie de dire, que ces nouvelles voix portent une singularité. Alors, Elgas, vous êtes l'essayiste de la table, forcément. Donc, ces questions entre... Alors, tout s'y mêle, hein, à foison, la décolonialité, le centre par rapport à la périphérie, comment est-ce qu'on se situe en tant qu'Africain. On aura d'autres thèmes à aborder au débat, mais j'aimerais d'abord que vous nous situez, vous, votre point de vue et votre perspective. Annie Elu a parlé en tant que romancière, l'imaginaire, elle ne veut pas de barrière. Mais il y a cette injonction aussi à s'exprimer d'une place, d'un côté ou d'un autre, à se situer, a fortiori dans l'essai, forcément, parce que ça valorise aussi une question morale, quasiment. Comment vous vous situez par rapport à cette question ? Alors, merci déjà de m'affilier très avantageusement à la catégorie de jeunes, parce que je pense que... Non, tu es jeune, mon chéri, tu es jeune. J'ai basculé du côté obscur de la jeunesse maintenant. Et non, c'est une question qui est importante, essentielle, et je pense qu'on ne peut pas se payer le luxe de la contourner. Il faut, à un moment donné, l'affronter de face pour faire dans le pléonasme. C'est la question de l'assignation, en quelque sorte, l'assignation à résidence. Assigner des écrivains, mais parce que la littérature africaine, elle naît dans un contexte. Il ne faut pas l'oublier, ce contexte est un contexte colonial. Quand la superstructure de la création, la langue de la création, la surface de réception, les contributeurs justement à façonner ces carrières sont dans une forme d'extraversion occidentale, forcément ça se ressent dans justement ces quêtes identitaires par rapport à la colonisation, à sa structure, ainsi de suite. C'est pourquoi le débat peut paraître parfois lancinant. À longueur de table ronde, on discute très souvent des mêmes questions. Qu'est-ce qu'être un écrivain africain? Qu'est-ce qu'être de la périphérie? Qu'est-ce qu'être du centre? Alors oui, je pense que ce n'est pas une ruse, c'est une technique assez habile à laquelle je souscrirais volontiers, comme Annie, d'essayer de s'émanciper de cette question pour essayer d'aller chercher quelque chose de l'ordre de la singularité, quelque chose du territoire, comme on a parlé la dernière fois, du territoire intime. Et quand j'ai entendu ceux que tu appelles affectueusement les aînés hier discuter, j'ai été frappé par les tonalités un peu crépusculaires, un côté même doloriste, un peu, comme si la littérature était tombée dans une certaine forme... Ils apprécieront. Alors, si vous me laissez terminer, je pourrais répondre. Non, quand je dis doloriste, c'est comme s'il n'y avait pas d'horizon, qu'on était en quelque sorte enferré dans cette question, qu'on ne peut pas en sortir, et qu'on est victime en quelque sorte de ces lacérations et de ces lamentations qui, en quelque sorte, condamnent notre littérature à être à la remorque de quelque chose. Moi, je pense qu'il y a un foisonnement littéraire sur le continent, pas uniquement française, dans toutes les langues. Il y a des éditions qui ne demandent qu'à avoir un peu plus d'infrastructures, un peu plus de moyens, et démocratiser la littérature, parce qu'il y a un tropisme roman dans notre littérature. On écrit beaucoup de romans, et des livres jeunesse, des livres sur les essais, des livres de vie pratique, du journalisme littéraire
tout l'écosystème littéraire est d'une grande vasteté, d'une grande richesse qui, à mon sens, n'est pas suffisamment explorée. Et c'est vrai que je ne voudrais pas déflorer tellement le livre qui paraît le 2 mars que j'ai écrit, qui s'appelle « Les bons ressentiments, essai sur le malaise postcolonial », parce que ce malaise-là, c'est le malaise d'un déchirement originel. Et ce déchirement originel, il faut essayer de lui trouver des réponses, sans illusion aucune. Et je ferai ma chute là-dessus. Je pense que accabler le centre décisionnaire parce qu'on est dans une périphérie, c'est sans doute une quête de justice légitime. Mais il y a autre chose qui est important, c'est que est-ce qu'on a regardé la trajectoire des écrivains africains de manière générale sur le continent? Est-ce que sur le continent, on a eu de grands débats, de grandes controverses intellectuelles, littéraires, puissantes, génératrices de ressources intellectuelles pour beaucoup? Non, très souvent on est tombé dans l'anathème, dans la disqualification de beaucoup d'écrivains parce qu'on les a accusés d'être en intelligence avec l'ennemi. Et je peux donner trois exemples qui me paraissent assez révélateurs. Le premier, on l'aime ou on ne l'aime pas, peu importe, moi je ne me place pas sur une question morale ou sentimentale, c'est Senghor. Senghor, considéré comme le père des lettres sénégalaises, Senghor a été un acteur littéraire accablé pour justement docilité envers la France. Un autre auteur qui fut maudit et qui renaît un peu de ses cendres maintenant dans la postérité, c'est Yambo Wolegem. Yambo Wolegem a subi le même sort. Il a été justement écrasé des deux côtés, je veux dire. Le premier côté par ceux qui l'ont sacré et qui vont le destituer après pour cette accusation de plagiat. Et de l'autre, par des chantres même de la négritude, dont Senghor, qui l'ont accusé de venir ternir le récit d'une Afrique virginale, en quelque sorte. Et dernier exemple en date, Mohamed Mbougar Sarr, quand il a reçu son prix, levé de bois vert au Sénégal, forcément, si tu es sacré par le pari littéraire, c'est que probablement il y a malfaçon, probablement il y a docilité, étant donné qu'il faut qu'il y ait des discours particulièrement allégeants à la France pour que la France vous reconnaisse. Ça a rétréci le champ du débat et ça a rendu justement l'extraversion des débats comme une forme de conditionnalité dans laquelle on ne veut pas sortir. Et cette extraversion, elle est d'autant plus économique, elle est d'autant plus culturelle, et d'autant plus sportive. Et je pense qu'un réancrage sur le continent ne passe pas dans l'illusion d'une autarcie ou d'un enfermement, mais justement dans ce que disait Annie, je crois, dans l'hybridité, dans ces mots qui sont devenus même presque parfois des blasphèmes, le métissage, prendre les richesses où elles sont, et ne rien renier de ce qui fait notre essence. Et cet équilibre-là peine jusqu'à présent à s'épanouir sur le continent. Oui. C'est intéressant. J'aimerais qu'on revienne à Ernest qui nous parlait tout à l'heure justement d'un point d'ancrage important, c'est celui de la langue. Parce qu'effectivement, Kateb Yassine avait dit donc le français est un butin de guerre, donc maintenant qu'on l'a, on ne va pas le rendre, évidemment, et on en fait ce qu'on veut. Mais il y a cette question aussi, Ngui Wachongo a expliqué que finalement, si on ne pouvait pas rêver dans notre langue, donc pas développer nos propres imaginaires dans nos langues, en fait, on était inexistant finalement. C'est-à-dire qu'il y avait un chaînon manquant entre soi, parce que traduire, c'est trahir. Donc il fallait traduire, passer par un obstacle pour pouvoir exprimer sa pensée pleinement. Et la question de la langue sur le continent africain est très importante parce qu'évidemment, c'est soit, si on veut être publié, en tout cas, il faut choisir une des langues qu'on maîtrise, donc le français, l'anglais, etc. Et forcément, ici, sur cette table, on a plusieurs langues voilà, vernaculaires, voilà, et on a un lien commun qui est cette langue qui est le français. Mais j'aimerais savoir comment est-ce qu'on règle cette question-là, qui n'est pas forcément schizophrénique, parce que tous les auteurs ont une approche particulière. Je citais Kateb Yassine, mais il y en a d'autres qui ont des approches différentes. Pour vous, à titre personnel, dans votre travail, comment est-ce qu'on approche cette langue du français et comment est-ce qu'on travaille, simplement? Merci. Pour moi, la langue aujourd'hui n'est plus vraiment un problème. Parce que le français, on se l'approprie. On n'est pas obligé, moi, en tant qu'Africaine, je ne suis pas obligée de parler le français de l'académie.
En Afrique aujourd'hui, dans les villes de Douala, de Brazzaville ou même du Togo, il y a des Français qui se parlent. Le français s'enrichit tous les jours des langues maternelles de l'Afrique. On a en Côte d'Ivoire, il y a un mot français qui dit enjailler. C'est un mot qui vient de la Côte d'Ivoire. Et j'entends les Français dire aujourd'hui, c'est un long crayon. C'est une expression camerounaise qui définit quelqu'un qui a fait de hautes études. Donc pour moi, la langue n'est vraiment pas un problème. Il faut juste l'enrichir pour pouvoir mieux véhiculer son message. Et moi, dans l'exercice de l'écriture, je ne me mets pas de limite. Si le mot vient en ma langue maternelle, je l'écris en ma langue maternelle. Et je me dis, je ne sais pas si un professeur de l'Académie française ne me comprend pas, veut me comprendre, il n'a qu'à venir chez moi chercher la définition du mot. Parce que moi, quand je lis Molière, quand je lis Gustave Flaubert, je ne me demande pas pourquoi il a écrit un si bon français ou un français si juste. Donc, pour moi, la langue française est une grande richesse. Tout comme les langues locales, on doit juste l'exploiter et se servir d'elle pour véhiculer le message. Très bel appel. Alors, Annie Lilu, qui elle, justement, fait des passerelles entre les langues et que c'est quelque chose, je sais, qui la passionne. Comment est-ce qu'on approche justement cette langue-là dans son travail, dans son imaginaire? Est-ce que, voilà, elle dit que Ernest, elle a réglé son problème vis-à-vis de ça, mais est-ce que c'est un frein ou c'est une chance? Je pense que cela dépend véritablement de la manière dont la langue a été infusée dans l'esprit de l'enfant ou du jeune qui l'a apprise et le contexte dans lequel le français est arrivé dans notre vie. Moi, je pense au mot de Tchikaya Utamsi, qu'on appelait le Rimbaud congolais, n'est-ce pas? Absolument. Et qui disait, d'une manière en plus magnifique, parce qu'il était virtuose dans cette langue, qu'il voulait coloniser le français par sa poésie. Et il a réussi à le faire. Je crois qu'il y a, pour les auteurs et les autrices d'expression française au pluriel, j'essaie de ne pas employer le terme de francophone parce qu'il est très connoté et à mon avis, il serait très difficile aujourd'hui de réussir à mettre comme ça dans un sac qui serait la francophonie au sens littéral les expressions diverses, plurielles, extrêmement créatives, françaises, de langue française au pluriel. Il y a des langues dans la langue, c'est évident. Il y a des espaces culturels et géographiques qui portent ces langues. Il n'y a qu'à aller à Montréal pour le comprendre, à Dakar pour le comprendre, ici à Marrakech. Mais il y a tout de même un enjeu. Et individuellement, l'auteur est absolument libre de faire ce qu'il veut vis-à-vis de ça, de s'occuper de cette question ou de considérer la langue comme un acquis. Moi, je pense qu'il s'agit d'un corps à corps perpétuel, à la fois amoureux et belliqueux, où on a envie d'étrangler la langue et on a envie de lui faire l'amour. Exactement comme dans d'autres contextes culturels et linguistiques ont tenté de résoudre ce problème. Et c'est chez un auteur de langue allemande que j'ai trouvé la réponse. Adolescente, j'avais entrepris de lire tout le rayon poésie par ordre alphabétique. Je me suis arrêtée à la lettre C, comme beaucoup de gens le savent maintenant, parce que je suis tombée sur les poèmes de Paul Celan, qui était un juif roumain de Tchernowitz, dont toute la famille a été décimée par la Shoah, qui lui-même a été déporté en camp de travail et qui a survécu et qui s'est suicidé en se jetant du pont Mirabeau. Lui qui vivait à Paris avait choisi la langue allemande pour écrire. Lui, rescapé de la Shoah, avait choisi la langue du peuple qui avait réduit en cendres tous les siens pour dire la perpétuation symbolique inextinguible de ce peuple et de cette culture. Et donc, à l'intérieur de la langue allemande, il a déconstruit tout ce qu'il pouvait en le peuplant de l'imaginaire juif. Quand j'ai découvert Tchikaya Utamsi, c'était quelques années après Paul Celan. J'avais 19 ou 20 ans. Je suis tombée sur cette
magnifique édition chez Présence africaine du pain ou la cendre et du ventre, le ventre. Et j'ai compris que Chikaya faisait la même chose que Paul Celan. Et puis ensuite, j'ai découvert d'autres poésies, la poésie de Joséphine Bacon, par exemple. Et je me suis rendu compte que partout sur la planète, ceux à qui des langues avaient été imposées et qui avaient réussi à construire une œuvre pendant des décennies, avaient tous eu quelque part cette même lumière, cette même intelligence d'aller infuser, d'aller diffuser, d'aller coloniser de manière symbolique extrêmement puissante la langue qui fut celle de l'oppresseur, en la peuplant d'un imaginaire que seul celui qui le partage peut vraiment comprendre. Ce qui fait que la langue est rendue elle-même cachée à celui qui ne connaît pas le monde qui se l'est approprié. Et ça, je pense, bien entendu, on le trouve en poésie, on le trouve aussi dans de très nombreuses œuvres créoles, et notamment créoles haïtiennes, où on voit ce jeu permanent des auteurs dans les expressions populaires entre la compréhension littérale que le lecteur français peut en avoir et la compréhension peuplée que le lecteur haïtien ou créole peut avoir de l'expression de la phrase. Il y a toujours deux côtés à un mur. Il n'existe pas un mur qui n'ait qu'un seul côté. Et je crois que l'intelligence de certains auteurs, c'est de réussir à toujours rendre l'accès possible aux deux côtés du mur. Et c'est ce qui abolit la frontière, précisément. Et pas tellement le contenu de ce qu'on raconte, mais la manière dont on va venir peupler les langues dont on a hérité. Alors moi, j'essaye, dans mon travail, de faire entrer de manière, sans traduction, si possible, les langues dont je suis l'héritière. Donc vous allez retrouver du lingala, du kiswahili, du roumain, Après tout, c'est au lecteur d'aller chercher. Absolument. Absolument. Elgas, j'aimerais qu'on discute de cette question aussi dans le prolongement de cette question de la langue. On a compris ce refus à cette assignation, mais n'empêche que le continent africain, il y a aussi effectivement une question politique derrière, c'est-à-dire que des langues qui se meurent sur le continent, faute d'avoir des espaces d'expression et justement de relais et de perpétuation. Et donc il y a cette question, Ngui wa Thiong'o, que je citais tantôt, pose vraiment la question comme un pavé dans la mare à l'époque. Mais j'ai envie de savoir, est-ce que pour vous c'est un sujet qui est toujours d'actualité, qui devrait l'être, ou pas du tout, qui est juste dépassé? Alors, juste avant de répondre, je voudrais m'apitoyer un peu sur le sort de Rimbaud, parce qu'on a appelé grosso modo toutes les jeunes pousses africaines le Rimbaud noir. On a appelé Yambo Welegem le Rimbaud noir, on a appelé Chikaya Otamsi le Rimbaud noir. Alors que exactement. Non, c'est amusant parce que il y a Michel Torga définissait l'universel par une formule que je trouve très belle. C'est le local sans les murs, pour filer la métaphore justement sur ces murs et ces ouvertures-là. Et j'adhère totalement à cette vision-là, qui n'est pas une vision carcérale de l'identité. C'est une maison dont on peut sortir, dans laquelle on peut revenir, et que c'est la circulation qui fait la vitalité, en fait, des transactions. Mais la question, encore une fois, on ne peut pas se détourner les yeux de ce que dit Wa Thiong'o, mais que porte avec beaucoup plus de vigueur un ambassadeur récent, pas si récent d'ailleurs que ça, c'est Boubacar Boris Diop. Boubacar Boris Diop en a fait son cheval de bataille. Il faut écrire dans les langues locales. Et il a parfaitement raison. Et quand on lui retorque très souvent, mais il n'y a pas de lecteur, il a cette magnifique formule, les livres ont toujours précédé les lecteurs. Et il a raison. Maintenant, il faut pousser la réflexion un peu plus loin. Qu'est-ce qui soutient un écosystème et une infrastructure littéraire? C'est ça la question. Parce qu'écrire en Wolof ou écrire en Lingala, ça ne suffit pas. Il faut avoir des institutions, il faut avoir des rendez-vous, il faut avoir des prix. Parce que la dimension de la classe sociale est une dimension qui est présente. Ce n'est pas parce qu'on écrit en Wolof que les paysans du Baol demain vont lire vos livres.
Il y a beaucoup plus de chances d'ailleurs que ce soit dans la Creuse en France qu'on lise beaucoup plus le Wolof que dans les Kalounaï. Parce qu'il y a encore des impensés, des angles morts que survole la question parce qu'on la pose dans des tonalités accusatoires, parfois, qui en expurgent parfois le sens et la vertu. La grammaire linguistique de quelqu'un qui écrit, elle est vaste, parce qu'on a parlé tout à l'heure de langue vernaculaire, de langue maternelle, mais on pourrait y ajouter les langues paternelles, parce que parfois on est dans des foyers où la langue paternelle et la langue maternelle ne sont pas la même. Ça peut engendrer d'ailleurs parfois des conflits gentillés, mais des conflits quand même. Et puis, il ne faut pas oublier quand même la dépréciation des langues locales pendant très longtemps, parquées sous le terme très très détestable de dialecte. Des dialectes qui n'auraient pas de sens, qui n'auraient pas l'épaisseur à la fois ni scientifique, ni la codification nécessaire pour porter une littérature. Donc déjà, s'émanciper parfois de ces assignations-là et de ces relégations-là, c'est un premier enjeu qui rend tellement urgent la question d'écrire dans une langue. Mais la langue d'un auteur, pardon de le dire, c'est ni sa langue maternelle, ni sa langue paternelle, mais c'est la langue qui va forger dans son écriture. Et c'est là où on bascule de la langue comme instrument de communication à la langue comme outil littéraire. Et l'outil littéraire, il est complété par beaucoup de choses. Il est influencé à la fois par ses fréquentations littéraires, par ce qu'on aime, par les vibrations qu'on veut lui imprimer. Et toutes ces choses-là sont des choses qui sont infiniment imprévisibles. Et là, pour le coup, on est dans la trajectoire, la singularité inaliénable de chaque écrivain. Qu'on puisse poser la question en termes politiques pour en voir l'essence, la reconnexion et tout le reste, et nous sommes dans un pays d'ailleurs où la question de la langue a été un enjeu à l'école, avec parfois des discussions qui ont été houleuses. Moi, j'étais au Salon de Rabat en juin, et on en avait discuté. C'est-à-dire, il ne faut pas juste poser la question pour que ce soit une forme de panacée qui vienne régler tout d'un seul coup. Et je regarde aujourd'hui ce qui se passe au Sénégal. On a une vingtaine de langues au moins. On a une vingtaine de langues. Il y a des maisons d'édition qui naissent en Wolof, mais il n'y a pas de maisons d'édition qui naissent en Soninké, en Peul, en Djola, ainsi de suite. Non, je n'en vois pas au Sénégal, c'est un constat factuel. En Peul, il y en a. Au Sénégal? Je ne sais pas. Au Sénégal, alors je suis preneur de toute information qui irait dans ce sens-là. Mais justement, c'est juste pour montrer qu'avec un continent qui a 70% de sa population qui a moins de 50 ans, avec les défis urgents qu'il y a, avec toute la créativité qu'il y a, toute l'énergie qu'il y a dans les villes, toute cette force-là, ce serait dommage d'être captif de querelles du passé et de ne pas apprécier l'horizon qui donne infiniment un chantier à construire. Et justement, la multiplication de ces pôles de fabrication de nouveaux récits sera une manière de répondre à ces questions-là, sans tomber dans ce que je crois être une lourdeur du cœur, une certaine forme d'amertume pathologique, que moi j'appelle le ressentiment, qui n'est pas créateur ni fédérateur de richesse collective. Absolument. Par rapport à la question que tu as posée, j'aimerais dire oui, il n'y a pas une réelle volonté politique d'apprendre aux enfants africains d'où ils viennent. La preuve, la culture africaine est portée par des institutions étrangères en Afrique. On se demande à un moment donné où sont passés nos griots, où sont passés nos conteurs, puisqu'on aime bien dire que notre culture est orale. Mais où sont passés ces griots qui nous disaient des contes, où sont passés nos proverbes, où sont passés les contes. Et Edgas, il n'y a vraiment pas le ressentiment, mais on ne peut pas avancer dans la négation totale de soi. C'est vrai, l'autre est riche, il y a des choses à apprendre chez l'autre, mais les écrivains sont victimes des politiques publiques de ceux qui ne connaissent rien de la culture. Et je pense que notre indépendance commencera par l'indépendance culturelle d'abord. Il faut décoloniser la culture, la langue pour pouvoir avancer, pour pouvoir même mieux apprécier l'autre. Merci. Assez rapidement, j'aimerais qu'on joue à un jeu, tous les trois,
que chacun d'entre vous, à tour de rôle, vous me disiez simplement, donc vous êtes sur cette table ronde de nouvelles voix, nouvelles plumes et nouvelles singularités. Qu'est-ce que vous, voilà, à titre personnel, vous avez envie de dire? C'est-à-dire une manière de nous dire qui vous êtes à travers votre œuvre. Les autres, on a des écrivains qui ont des œuvres pléthoriques, diverses. Vous trois, vous commencez, mais vous avez déjà quelque chose d'assez riche que vous portez et qui s'est vu dans vos œuvres. Donc simplement nous dire ce que vous avez envie que là, dans le public, de Flamme et autres, parce qu'on est filmé, on espère que beaucoup de gens vont vous suivre, retiennent de vous. C'est-à-dire, quelle est cette singularité que vous portez depuis Douala, Paris, Dakar, que sais-je, et que vous portez au monde, finalement. Que les gens le sachent, emportent avec eux, et que peut-être, et sans doute, iront vous lire après pour en savoir plus. Ernice commence. Je commence. Est-ce que tu peux reformuler la question? Alors justement, juste nous dire, une façon de nous dire qui tu es et quelle voix tu as envie de porter, toi, dans ton roman et dans ta façon d'être. Donc, c'est juste ça. Alors, qui je suis c'est pas un débat, on n'a pas 2 heures. Oui, bien sûr. Je suis la fille d'un tout petit village qui se situe à l'ouest Cameroun qui s'appelle Bangang. On me dit dernièrement que je suis romancière. Mais ce que j'ai envie de dire ce soir, c'est de m'adresser à mes grands frères, à mes mamans, à mes grandes sœurs, qu'il est nécessaire de créer de réels moments littéraires en Afrique. Parce que nous, jeunes, on ne sait pas où on lit. On ne sait pas comment écrire. À un moment donné, on a besoin d'un regard avisé sur nos textes qui nous disent « ici, vous avez bien fait, ici, vous n'avez pas bien fait ». Il y a un manque de lecture en Afrique. Je le disais, il y a un manque d'institutions littéraires en Afrique. Les écrivains africains publient ailleurs et le livre ne traverse jamais l'océan. Pour moi, c'est très triste. Et ce sont nos influences, ce sont des personnes que nous apprécions, à qui nous voulons parfois ressembler. Et c'est très triste de ne pas avoir leur œuvre avec nous en Afrique. C'est un très beau message. Le message est passé. Alors, Elgas, peut-être qu'il y a un message aussi à faire passer? Un message ou une définition? Non, je pense que la tentative d'autodéfinition de soi est toujours très périlleuse. Donc, c'est une tâche que je te laisserai volontiers. Ce que je peux dire, pour rebondir très rapidement sur ce que disait Ernice, bien sûr, je pense que d'ailleurs le complément de ton propos n'entrait nullement en opposition avec ce que je disais. Ce que j'expliquais, c'est que parfois, la passion triste de ressentiment, on peut l'apercevoir. Et d'ailleurs, ton développement est éloquent. C'est que plus le discours décolonial devient un paradigme important, et plus justement cette dépossession est présente. Parce que tu l'as dit, aujourd'hui, quand tu es écrivain, tu as plus à faire avec les instituts français, le Centre Wallonie de Bruxelles, qui sont les principaux instituts qui vont t'accueillir, ainsi de suite. C'est juste pour que la réflexion ne soit pas hémiplégique, qu'on ne soit pas justement en train d'accabler le centre, mais parfois justement de regarder aussi ce qu'on peut aussi améliorer dans notre rapport justement à la création. Non, moi je suis, comme tu l'as dit, je me considère comme journaliste de passion, écrivain par effraction et sociologue de formation. Voilà, moi j'ai fait une thèse sur la dette et le don dans un registre très maussien, c'est Marcel Mauss, le don contre don. Ça a été, voilà, j'ai travaillé sur la diaspora sénégalaise et ses rapports avec le pays. Et fatalement, je suis arrivé à un champ très, très vaste des diasporas africaines et même un peu dans mes lectures à des diasporas qui ne sont pas nécessairement africaines. Et il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est l'ancrage chez soi. C'est pourquoi j'ai tenu très vite dans ma vie à écrire dans la presse sénégalaise. Je pense que c'est important.
ça fait 10 ans que je fais une chronique au moins une semaine dans un journal sénégalais. Ça me permet d'avoir un lien permanent avec le Sénégal, un regard, pour justement ne pas flotter parfois. Et quand on flotte, très souvent, on est à la merci des acculturations qui peuvent être assez douloureuses. Donc voilà, l'identité, elle est vaste, d'autant plus que se définir en portrait littéraire, en termes de langue, voilà, moi, ce n'est pas nécessairement les écrivains sénégalais qui m'ont donné envie d'écrire. Si j'oubliais ma bibliothèque aujourd'hui, j'irais en Amérique du Sud, j'irais en Russie, j'irais... voilà, elle parlait de Paul Celan, moi, ma rencontre avec Cioran a été aussi importante, ainsi de suite. Par définition, la littérature ne peut pas se laisser enfermer dans quelque chose. Et je vous conseille d'ailleurs le dernier livre de Souleymane Bachir Diagne qui s'appelle « De langue à langue » sur la question de la traduction, une question importante pour montrer que toutes les tentatives d'assignation ont vocation à échouer. Parce que le puissant souffle littéraire, il est fédérateur. C'est qu'un écrivain japonais puisse toucher un Sénégalais, un Marocain puisse toucher un Tibétain. Et ça, c'est la richesse qui sera invincible pour nous et qui est aussi, je crois, notre salut. Ouais. Ah non, ce n'est pas un flop, c'est juste que c'est la question la plus difficile qu'on puisse poser à un auteur aujourd'hui, je crois. Parce que précisément, on se situe, on se nourrit dans les limons des deltas, on essaye de traverser des territoires qui sont sans cesse contraints, politiquement, économiquement, culturellement parfois, linguistiquement. Et ce qui nous caractérise, je crois, c'est précisément cette formidable potentialité à l'itinérance, à la traversée, aux trajectoires. Et c'est un petit peu de là que je viens moi-même, parce que si je remonte un peu mon arbre généalogique maternel, ça n'a jamais cessé. Je crois que je suis la 5e ou 6e femme de ma lignée maternelle à avoir des enfants avec un homme qui n'est pas du lieu, qui n'est pas de l'endroit, avec un voyageur, avec un étranger, quelqu'un d'ailleurs en tout cas. Et cette possibilité, comme ça, d'être sans cesse au delta du monde, c'est-à-dire à la fois une sorte d'entremonde entre la vasteté et la source, mais qui est mouvant, qui n'est jamais figé, qui n'est jamais dans la fixité. C'est le propre de celui qui décide d'entrer dans le territoire littéraire, comme lecteur d'abord, comme auteur peut-être parfois. Et on parle souvent de la richesse culturelle, de la richesse de la langue. Je crois que la véritable richesse, elle est justement à la situation, à la capacité ou la nécessité qu'a un auteur, même qui s'ancre dans sa tradition culturelle ou géographique, même lorsqu'il écrit parfois des textes patriotiques, cette capacité qu'a la langue à nous faire sans cesse être traversé par le remous. On ne peut jamais s'asseoir. Voilà. Je pense que il y a quelque chose de très important dont on doit quand même prendre conscience. On se pose des questions sur l'identité. Et la question identitaire est un piège monumental. Il faut qu'on arrête de se poser, des questionnements qui centrent ces concepts autour de l'identité, alors qu'en fait, en vrai, ils ne viennent pas vraiment de chez nous, d'où qu'on vienne d'ailleurs, en dehors du monde occidental, et puis qui ne sont pas vraiment centraux dans les cultures précoloniales non plus, ou en tout cas, on retrouve des idées, par exemple, comme celle du lignage, comme celle... l'identité, selon les catégorisations communément admises aujourd'hui, ethnoculturelle, raciale même, disent certains, comme si ça existait, de couleur, etc., c'est quelque chose, c'est un paradigme culturel qu'il faut que l'on dépasse. Et je pense que les auteurs, les écrivains, les écrivaines ont un rôle absolument primordial à jouer. Parce que notre outil, comme artisan, c'est le futur. Ce sont tous les imaginaires possibles qu'on peut mettre dans un petit écrin qui est un livre. Il n'y a que nous qui avons la possibilité de faire une chose aussi extraordinaire, réunir tous les futurs possibles dans un objet qui se trimballe, qui se transporte. Peut-être que mettre en avant d'autres préoccupations du monde contemporain qui sont très urgentes, je pense à la question environnementale,
qui est crucial aussi sur le plan culturel. Je pense à la question de la condition des femmes partout sur la planète, parce que la moitié de l'humanité n'est pas à sa juste place. À partir de perspectives différentes, des perspectives dominantes, de la manière dont les discours dominants traitent ces questions, ça me paraît plus intéressant que la question de l'identité. Pour moi, l'identité, maintenant, c'est un cul-de-sac. J'ai même pensé à un certain moment que ça n'existait pas vraiment. Voilà. C'est une notion qui a été intéressante à explorer, mais maintenant, il faut passer à autre chose. Je ne suis pas métisse. Je suis Annie Lulu. Je suis roumaine, de nationalité, de culture d'origine. J'ai plusieurs traditions dans ma famille, juive, romanie, et je suis congolaise et de culture congolaise par mon père. Donc c'est super long de me présenter. Dans mon premier roman, on écoute une jeune femme enceinte qui est au bord du lac Kivu, qui est née en Europe de l'Est, qui a été abandonnée par son père et qui décide à l'âge adulte d'aller le retrouver. Et bien entendu, elle va se retrouver embringuée, comme elle dit, dans tout un tas de péripéties, rejoindre un mouvement citoyen, devenir mère et retrouver la véritable histoire de sa lignée paternelle. Nili, elle s'appelle. Nili dit à son fils qui est dans son ventre, qui va naître bientôt, à quel point cette question d'être métisse, cette question du pouvoir de ceux qu'elle appelle les maîtres de demi-teinte est terrible, horrible, et elle lui interdit pour le futur, à cet enfant qui n'est pas encore né, de se définir comme ça. Et elle-même refuse de dire « mon père est noir, ma mère est blanche », et elle-même refuse de dire qu'elle est métisse. Alors en langue roumaine, le mot métisse, c'est mulato. C'est littéralement mulâtre. Et moi, j'aime beaucoup ce mot. Je ne l'emploie pas, bien sûr, mais j'aime ce mot parce qu'il dit ce que c'est, ce que nous appelons métis. Nous n'appelons jamais métis l'enfant né de l'union entre un père suédois et une mère portugaise, entre un père vietnamien et une mère japonaise. Jamais. Nous désignons toujours les métis intercontinentaux, eurasiens, eurafricains, comme étant le fruit de ce que nous nommons le métissage, c'est-à-dire en réalité une union amoureuse entre les descendants de peuples colonisés et de peuples colons, où la couleur est en jeu, c'est-à-dire en fait où la race est en jeu. Et comme on sait maintenant, même si certains n'y croient pas, ont construit leur société dessus, continuent de s'identifier, etc. Comme on sait maintenant que la notion de race n'est même pas une notion ou un concept scientifique, comme on sait que la diversité génétique la plus étendue, on la trouve sur le continent africain, où pourtant tous les gens sont censés être de la même couleur, race, etc., moi j'ai décidé de ne plus employer de terminologie ni dans mon travail, ni dans ma vie, en lien, de près ou de loin, avec la théorie raciale, même lorsque ces mots ont été détournés de leur origine raciste pour être employés à des fins émancipatrices, politiques, tout ce qu'on veut. Voilà. Personne ne me racialise. Je ne suis pas une métisse. Le mot métisse vient du portugais mestiço, qui désigne une combinaison zoologique entre deux espèces équidées. J'ai rien à voir avec ça. D'abord, je voudrais vous remercier pour la qualité extraordinaire de cette table ronde. Et je voudrais remercier en particulier Annie Lulu pour sa réflexion sur le métissage qui, personnellement, m'agite et m'anime depuis des années et des années, puisque je suis moi-même issue d'une équation semblable. Et je trouve que, effectivement, nous aurions tout à gagner à refuser les assignations catégorielles dans lesquelles nous enfermerait à la fois l'histoire des concepts, mais plus profondément les strates des langues dans lesquelles nous avons choisi de nous exprimer. Et je pense que nous avons comme devoir, en fait,
de produire un véritable travail de réinvention, c'est-à-dire de réincarnation de la langue, dans le sens où en fait la langue s'enracine dans la chair, dans les expériences de la chair précisément. Et nos chairs, elles sont traversées par les expériences coloniales, par les rencontres, par le nomadisme, par l'absence justement de fixité. Et je pense que nous avons à charge de revendiquer ce référentiel, ces référentiels, comme des référentiels de départ et non pas des référentiels de hasard. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vous suis complètement sur la question de l'identité culturelle. À partir du moment où un peuple est envahi, dépossédé de ses terres, dépossédé de sa langue, dépossédé, comme ça a été le cas partout sur la planète, malheureusement, depuis le XVe siècle, mais même avant, hein, je veux dire, même avec l'Empire romain, on a vu cette question déjà à l'œuvre dans l'Antiquité romaine. Il est évident que la résistance culturelle passe par l'autodéfinition, la définition collective de qui nous sommes. Mais aussi une des choses qui nous a été imposée par la colonisation, c'est l'obligation de se définir à partir des catégories fixées par le colon. En Afrique, avant l'arrivée des Portugais, des Espagnols, des Français, qui ont apporté avec eux la théorie qui donnera plus tard la théorie de la race, qui a été théorisée notamment par Arthur de Gobineau. La couleur, la race, ça n'existait pas comme concept. Ce sont des choses qui ont été importées et imposées. Et aujourd'hui, on est obligé de faire avec. Ça fait partie de notre langue. Ça laisse des choses dans la manière dont on s'exprime. Et c'est ça que je dénonce. Je dis simplement l'obligation de rentrer dans ces catégories qui sont héritées du colonialisme. Moi, je ne veux pas. Le métissage, par exemple, c'est un concept qui est hérité d'un mot purement colonial. Et pourquoi nous, on n'inventerait pas des mots, et même à partir de nos langues maternelles, de nos langues autochtones, de nos territoires, pour définir qui nous sommes? Voilà, c'est simplement ça que je disais. Mais bien sûr, vous avez raison. La culture africaine n'est pas seulement orale, comme on a eu l'habitude de le répéter. Chez les Bamileke, d'où je viens, il y a ce qu'on appelle les masques, et je le dis dans le roman. Chaque masque est porteur de messages. Pendant les danses, que ce soit les danses rituelles, pendant les funérailles, pendant la cérémonie des jumeaux, il y a un masque particulier qui véhicule un message. Il y a des masques qui ne sont portés que par des rois, ceux qui ne sont portés que par les enfants. Toujours chez les Bamileke, il y a des tissus, il y a des étoffes, il y a le Ndop Bamileke qui est une écriture de la spiritualité complète chez les Bamileke. Et même les danses exécutées, ça je le dis dans le roman, les danses exécutées par les veuves le soir de l'enterrement de leur mari sont porteurs de messages. Quand la femme, elle va devant, elle marque 2 pas en avant et 1 pas en arrière, c'est la signification, en fait, c'est la traduction d'un proverbe qui dit « reculer pour mieux avancer ». Donc, notre culture ne se limite pas à l'oralité. On a des symboles très forts chez nous. On a même l'architecture Bamileke qui est faite en pyramide. Je veux dire, quand vous allez dans des villages africains et que vous vous intéressez à la richesse du peuple, à la tradition du peuple, à leur langue, à leurs signes et symboles, vous comprendrez que chaque objet était porteur de messages. Merci. Merci infiniment.